Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Alors nous avons suivi Hagrid jusqu'au chemin de traverse et nous avons enfin nos fournitures scolaires pour la rentrée de Poudlard. Le Poudlard Express nous attend à la gare de King's Cross à 11h pile, donc vaut mieux ne pas être en retard. Avant de se rendre à King's Cross, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir à l'émission, que ça soit sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en commentaire YouTube ou directement sur notre mail. L'adresse est en description. On cite quelques-uns de vos hiboux en fin d'émission dans la volière, donc si vous souhaitez rebondir sur quelque chose qu'on a dit dans l'émission ou poser une question qui vous obsède sur Harry Potter, lancez-vous. Tout à fait. Et pour finir, notre podcast est encore à son lancement, donc n'hésitez pas à partager si vous êtes tombé sur nous et que vous trouvez ça chouette, à passer le mot à vos amis Potterhead par exemple. Bref, ça nous aiderait beaucoup pour se retrouver dans les oreilles d'autres fans comme nous et comme vous. Il est bientôt 11h, Jérémy, on devrait y aller, je pense. Direction la fréquence... la voie 9/3/4. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 6. Rendez-vous sur la voie 9/3/4. Mais avant de prendre le train pour Poudlard, on retrouve Harry qui est de retour chez Dursley et qui passe son dernier mois chez eux. Dernier mois plutôt tranquille. Tranquille parce que Dudley a tellement peur de lui qu'il l'évite, et quant à Pétunia et Vernon, ils choisissent tout simplement de l'ignorer. Harry reste donc la journée dans sa chambre avec sa chouette qu'il a décidé d'appeler Hedwige, d'après un nom trouvé dans l'histoire de la magie, et il passe ses journées à dévorer ses manuels scolaires. Et tous les soirs, avant de se coucher, Harry barre un jour sur son calendrier de fortune, en attendant le 1er septembre. Mais pour pouvoir se rendre à la gare, il faut bien que quelqu'un l'emmène. Alors Harry demande à l'oncle Vernon, de toute façon il n'a pas trop le choix sur la personne pour l'emmener. Il descend alors au salon, et en entrant dans la pièce, déjà, Dudley se sauve de frayeur. Harry demande à Vernon s'il peut l'emmener à la gare de King's Cross. Vernon accepte par un grognement. Il s'apprête à remonter l'escalier, mais Vernon se remet à parler. Drôle de façon d'aller dans une école de sorciers, le train. Les tapis volants sont en panne. D'ailleurs, où se trouve-t-elle cette école ? Et là, Harry se rend compte qu'il ne connaît pas la réponse. En effet, les seules informations qu'il a en sa possession sont inscrites sur le billet que lui a donné Hagrid. Il doit se rendre sur la voie 9/3/4 à 11h, et c'est tout ce qu'il sait. Vernon accepte d'emmener Harry car il doit se rendre à Londres pour accompagner Dudley pour lui faire enlever sa queue de cochon. Donc il a gardé sa queue de cochon tout ce temps. Combien de temps exactement ? C'est quand même un peu long quand même. Ouais, alors peut-être qu'ils n'ont pas eu un rendez-vous tout de suite, ça c'est l'explication, on va dire, rationnelle. Il y a un spécialiste enlèvement de queue de cochon sur humain. Ou alors Dudley, il a commencé à s'habituer à sa queue de cochon. Et il a apprécié, il a aimé. il a douté sur le fait de l'enlever ou pas. Non ouais, ça fait un peu long avec une queue de cochon quand même. Et la question c'est, s'il avait pas dû emmener son fils à Londres, tu penses que Vernon aurait emmené Harry ? Je pense que oui, parce que Hagrid, il était là aussi pour faire peur aux Dursley en fait. Et je pense que Vernon, il est terrifié par Hagrid. Comme en fait, à partir de la Chambre des Secrets, ils vont être terrifiés que Harry puisse lancer des sortilèges. C'est pour ça qu'ils, d'abord, dans un premier temps, avant qu'ils apprennent que Harry n'a pas le droit d'utiliser la magie, ils ont peur de lui en fait. Donc ils ont peur de la magie, tu vois. Et effectivement, je pense que là, bon, c'est un prétexte que Dudley doivent aller à la clinique. Mais en même temps, ouais, dans tous les cas, il l'aurait emmené. Ce que je trouve curieux, c'est quand même que c'est pas ultra préparé encore une fois. C'est-à-dire que le plan, il a des défauts. Ils auraient dû voir ça avec Hagrid directement. Hagrid, il s'inquiète pas de comment Harry va se rendre à King's Cross. C'est un peu bizarre. Et comment il va trouver la voie 9/3/4 ? Ouais, aussi, ça, il oublie de lui dire. Alors Harry, il se lève dès 5h du matin. Il est motivé, il est déter, Harry. Et 2 heures plus tard, Harry est dans la voiture chargée de son énorme valise en direction de Londres. À 10h30, ils arrivent à la gare de King's Cross. Et Vernon, il a étrangement la gentillesse d'accompagner Harry devant l'entrée de la voie. Mais en fait, c'était pour mieux montrer à Harry que la voie 9/3/4 n'existe pas. Vernon lui montre la voie 9, la voie 10, mais entre les deux, il n'y a rien.
Donc, du coup, il laisse notre pauvre Harry devant les voix en riant d'un air mauvais. Mais il serait passé quoi? Je veux dire, à ce moment-là, quand Vernon il laisse Harry tout seul à King's Cross, imaginons que effectivement l'information de la voix de 9 3/4 soit fausse. Je veux dire, c'est eux qui ont la responsabilité de la garde de Harry. Ils laissent quand même un enfant de 11 ans tout seul dans une gare. C'est grave. Ouais, ils se disent que les sorciers prendront la relève à un moment ou à un autre, tu vois. Ouais. Ils se sont déchargés un peu du fardeau, quoi. Ils ont peur des sorciers. En tout cas, Vernon, il a peur. Mais pas tant que ça non plus, parce que finalement, sans scrupule, il laisse Harry tout seul dans la gare. Hein. Donc Harry, il reste seul avec son chariot et sa chouette, et évidemment, ça attire tous les regards. Et un peu perdu, il demande alors à un employé de la gare à quelle heure part le train à destination de Poudlard. Et là, ouais, en effet, j'imagine l'employé de la gare, sûrement surmené. Et un garçon de 11 ans lui demande la direction de Poudlard. On ne connaît pas. Et d'ailleurs, il s'énerve après Harry parce qu'il a jamais entendu parler de cette ville. Et en plus, Harry est incapable de lui dire dans quelle région était situé Poudlard et que de toute façon, aucun train ne part à 11h. Donc Harry pense alors qu'Hagrid a certainement oublié de lui donner certaines informations. Il en est même au point où il se demande s'il ne convient pas de taper sur le composteur avec sa baguette. Mais heureusement, avant d'en arriver là, il entend quand même une phrase qui le fait réagir. La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre. Bah ouais, Molly, on sait pas encore que c'est Molly, mais ouais, Molly, tu es à King's Cross, une gare de moldus, donc oui, évidemment, on est là. On vient prendre le train, désolé si on te gêne. Et parce que t'es moldu? Parce que moi, je suis un sorcier, perso. Ah oui, moi aussi, je suis un sorcier. Et là, du coup, Harry, il se retourne et il voit une petite femme replète qui parle à 4 garçons aux cheveux roux flamboyants. Et chacun a une chouette. Et donc, du coup, Harry, ça l'intrigue et il décide d'observer la famille. Et il voit l'aîné des 4 garçons se diriger vers les voies 9 et 10. Mais au moment où il observe, il y a un groupe de touristes qui lui bouche la vue. Et une fois que la vue se dégage, le garçon a disparu. Alors que les jumeaux roux taquinaient leur mère sur leur identité, c'est moi Fred, c'est moi George, nanana. Harry décide de demander à la famille comment accéder à la voie 9 3/4. Et la dame devine tout de suite que c'est un nouvel élève de Poudlard, et elle lui dit que son fils Ron est nouveau aussi. Donc pour aller sur la voie, il suffit juste de marcher droit sur la barrière. Il ne faut pas s'arrêter et surtout ne pas avoir peur de se cogner. Et s'il a le trac, il faut marcher super vite. Tu l'aurais fait ? Ouais, je l'aurais fait, mais... Sachant que t'es un sorcier, tu te serais dit, ouais, je fais confiance en la magie, je fonce sur la voie sans réfléchir. Ça, ouais, puis... Bon, même s'il l'a pas vu concrètement, ça vient plus ou moins de se passer sous ses yeux, Harry, donc... Ouais, c'est sûr, mais la première fois, ça doit faire un petit quelque chose bizarre dans le ventre, quand même. Ça doit faire peur. C'est pas naturel. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si tu le savais, mais... Quand J.K. Rowling a écrit tout ce chapitre à King's Cross, en fait, elle ne pensait pas à la gare de King's Cross. Et tu le savais ? Ouais. Enfin, c'est une erreur de sa part. C'est-à-dire que, en fait, dans son imaginaire, elle imaginait... La gare de Dijon. La gare de Dijonville. c'est sa fameuse voie 9 3/4. Non, en vérité, sauf erreur de ma part, elle imaginait la gare de Euston. Et c'est effectivement une gare où il y a une barrière entre les voies 9 et 10. Ce qui n'est pas le cas à King's Cross. C'est-à-dire que par exemple, les films, pour les besoins des films, la production a vraiment tourné à King's Cross à chaque fois. Sauf que c'est pas tourné entre les voies 9 et 10. Je crois que c'est tourné entre les voies 4 et 5. Parce que précisément, comment c'est agencé, en fait, les voies 9 et 10 sont complètement différentes. Ah ouais. En fait, elles sont à part de sont pas King's côte à Cross. côte. Donc en fait, si vous allez à King's Cross, et puis ceux qui y sont allés le savent déjà, petit détail, en fait, on peut pas aller directement sur les quais parce qu'il faut avoir obligatoirement un billet, c'est-à-dire qu'il faut scanner son billet pour pouvoir accéder au quai. Donc sauf si vous trouvez une combine, mais moi j'en avais pas trouvé sur le coup. Et de toute façon, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à faire parce que vous allez pas retrouver, en fait, comme dans les films, le muret entre les voies 9 et 10 puisque tout simplement il n'existe pas. D'ailleurs, ils l'ont mis où ? C'est à la gare de King's Cross où il y a vraiment le mur avec le chariot
à demi enfoncé. Est-ce qu'ils l'ont mis vers les voies 9 et 10, vraiment ? Je crois pas que ça soit entre les voies 9 et 10. En fait, c'est dans le hall de la gare, avant d'accéder au quai. En fait, tous les quais, en fait, il y a des barrières où on a besoin d'un billet pour y accéder. Donc là, c'est dans le hall où, en fait, il y a tous les magasins, en fait, si tu veux. Okay. Et notamment, il y a le magasin Harry Potter 9-3/4. Et donc, Harry, il est plus courageux que moi, parce que moi, je pense que j'aurais demandé à Ron d'y aller avant. J'aurais voulu vraiment voir de mes yeux avant de me lancer. Et Harry, heureusement, il est bien plus courageux que moi. Il se lance, penché sur son chariot, il se met à courir et attend le choc. Mais le choc ne vient jamais. Enfin, si, il arrivera dans le tome 2, le choc. Quand il ouvre ses yeux, il voit une locomotive rouge vif et une foule compacte. Un panneau indique Poudlard Express, 11h, et un autre, voie 9-3/4. Ça y est, il l'a trouvé, on va pouvoir enfin aller à Poudlard. Et d'ailleurs, pour revenir dans la vraie vie moldue à King's Cross, maintenant, chaque 1er septembre à 11h, c'est un petit lieu de pèlerinage pour les fans qui peuvent s'y rendre. Et en fait, sur le panneau d'affichage, à King's Cross, il y a le Poudlard Express qui est indiqué à 11h, voire 9-3/4. Je veux trop voir ça, ça doit être trop cool. Et le quai est animé par une foule de gens qui traînent leurs valises, des chats qui se baladent entre les jambes des voyageurs, des ululements de hiboux, ça me donne trop envie d'y être. Donc il avance sur le quai à la recherche d'un compartiment où se poser, et Harry passe devant un garçon qui a perdu son crapaud. Donc là on a une première apparition d'un certain Neville. Oh ! J'annonce. Spoil. Déjà en train de chercher son crapaud. Non mais en même temps, quelle idée d'avoir un crapaud. Qu'est-ce qu'un crapaud peut t'apporter, vraiment ? On en a parlé dans la dernière émission, quel animal tu choisirais. Ouais, j'avoue, un crapaud, c'est un peu curieux. Pourquoi amener un crapaud ? Ça se trouve, ça a des pouvoirs magiques insoupçonnés, un crapaud. Ça peut faire les devoirs à ta place, on ne sait pas. On ne sait pas. Harry trouve un compartiment vide, il pose d'abord la cage d'Edwige à l'intérieur du wagon, mais il a du mal avec sa valise, et heureusement les jumeaux viennent à sa rescousse et l'aident à l'installer dans un coin. Et Harry relève sa mèche de cheveux et il découvre alors sa cicatrice. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le premier jumeau lui demande « C'est bien ça ?» Alors Harry lui demande « Quoi ?» Et là ils disent en chœur « Harry Potter !» Et Harry répond que oui, effectivement, c'est Harry Potter. Et Fred et George le regardent bouche bée. Heureusement, leur mère les interpelle et met fin à la situation gênante. Après un dernier coup d'œil, ils retrouvent leur mère. Alors Harry se la joue un peu voyeur avec la famille de sorciers, il est hyper curieux de voir ce qu'ils se disent, comment ils se conduisent. Et il remarque l'aîné qui arrive avec une robe noire de Poudlard avec un insigne épinglé rouge brillant et qui porte la lettre P. On apprend qu'il est préfet, parce que ses frères le taclent pas mal sur ça. Apparemment, il s'est assez vanté d'être préfet durant tout l'été. Les jumeaux disent à leur mère que le petit brin, en fait, qu'ils ont aidé à la gare tout à l'heure n'était autre qu'Harry Potter. Et elle demande à Fred comment il sait ça. Et il lui dit, je lui ai demandé, j'ai vu sa cicatrice, elle a vraiment une forme d'éclair. C'était Mireille Mathieu. Alors on voit tout de suite que même en le connaissant pas, Madame Weasley a déjà une sorte de compassion, d'affection pour Harry. Parce que d'abord, quand sa fille demande si elle peut monter dans le train pour le voir, elle lui répond que non, ce pauvre garçon n'est pas une bête curieuse que l'on va voir au zoo. Et aussi, quand Fred se demande s'il se souvient de la tête de tu sais qui, elle lui interdit de lui poser la question. Elle lui dit il n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle ça pour son premier jour d'école. C'est vrai qu'elle a déjà, Molly, un comportement de mère protectrice envers Harry à ce moment-là. Elle a un énorme instinct maternel. Voilà, instinct maternel, ouais, complètement. Et puis, elle a complètement raison de A à Z là-dessus, quoi, de prévenir ses enfants. Moi, ce que je trouve curieux dans ce passage, c'est quand même que Ginny, elle est prête à monter dans le train pour voir Harry Potter, alors que un an plus tard, dans la chambre des secrets, elle ose même pas le regarder dans les yeux tellement qu'elle est amoureuse de lui. Bon, elle a changé de caractère en un an quand même. C'est que là, elle est prête à lui taper le smack dans le Poudlard Express. Peut-être pas à ce point-là. Non, j'exagère. Le sifflet du train retentit. Harry ne sait pas ce qu'il attend, mais en tout cas, il est sûr que c'est bien mieux de ce qu'il laisse derrière lui. La porte du compartiment s'ouvre sur Ron, qui demande à Harry s'il peut s'installer car tous les autres sont pleins. Et ce dernier ne s'y oppose pas. Les jumeaux arrivent aussi et se présentent comme Fred et George Weasley. Et s'en vont.
Une fois seul, Ron demande s'il est vraiment Harry Potter, pensant que c'est encore une vieille blague de Fred et George, et Harry relève sa mèche pour montrer sa cicatrice. Ah, d'ailleurs, c'est la fameuse scène de film « Tu as vraiment une », où je passais un peu pour une perverse. Ouais, complètement, ouais. Pas un peu même. Il explique à Ron qu'il se souvient de rien du tout à part une lumière verte éblouissante. Bah ça, dis donc. Alors Ron, il est émerveillé par Harry, mais lui, Harry, il est tout autant fasciné par Ron, qui vient d'une famille de sorciers, ces fameuses familles de sorciers dont le garçon avait fait allusion sur le chemin de traverse. Alors Ron, il est déjà au courant qu'il a vécu dans une famille de moldus, et il lui demande comment ça s'est passé. Mais d'ailleurs, comment il est au courant ? Tu penses qu'il y a eu des rumeurs sur la vie d'Harry ? Bah, je pense... ça, c'est un élément que j'ai oublié dans l'histoire. Ron, il lui dit « Oui, je sais, t'as vécu chez des moldus ?» Ok, ouais. D'accord. Je viens de lire le chapitre. Mais... Ouais, justement, il lui demande comment ça se passait, comment c'était chez les moldus. Ouais, je pense que ça c'est parce que c'est Harry Potter, il est ultra célèbre et en même temps, il est gardé à côté du monde des sorciers. Donc, je suis pas sûr que l'identité des Dursley ait été révélée. Par contre, que Harry vive dans une branche de sa famille moldue, ça doit se savoir, ouais. Je pense qu'il y a eu des articles sur lui, des livres, des choses comme ça sur Harry Potter. Bon, on va le voir tout à l'heure, mais Hermione, elle a lu des livres sur l'histoire d'Harry Potter. Elle va leur dire tout à l'heure. Donc ça, oui, il y a eu des livres. Non plus. Et Harry lui a dit que c'était horrible et qu'il aurait bien voulu grandir avec 3 frères sorciers. Enfin, 5 plutôt, lui rectifie Ron. Ron lui indique sombrement qu'il est le 6e à entrer à Poudlard et qu'il a un peu du coup la pression parce qu'il espère être à la hauteur. Alors il lui explique que tout d'abord, il y a eu Bill et Charlie qui ont déjà fini leurs études, mais Bill était préfet en chef. Charlie, lui, il était capitaine de l'équipe de Quidditch. Percy, maintenant, est nommé préfet. Donc, il lui explique en passant qu'un préfet, c'est un élève qui est chargé de maintenir la discipline. Et Fred et George, eux, qui ont des bonnes notes et qu'en plus, tout le monde les aime, malgré le fait qu'ils font énormément de bêtises. De toute façon, Ron dit à Harry que même s'il fait aussi bien que ses frères, personne ne s'en apercevra parce que ça sera le 6e à le faire et que tout le monde trouvera ça normal. Rien n'est neuf quand on a 5 frères. Il a hérité des vieilles robes de sorcier de Bill, la vieille baguette de Charlie et le vieux rave de Percy, Croutard. Ça me fait rire parce que sur le doc, t'as mis les vieilles robes de sorcier de Billy. C'est drôle, c'est tout. Ron montre le vieux rat à Harry. Il a hérité de Croutard parce que son père a offert un hibou à Percy quand il est devenu préfet. Après ces confidences, Ron a l'air gêné. Harry lui rassure en lui disant que jusqu'au mois dernier, il n'avait pas d'argent, qu'il portait les vieux vêtements de Dudley et qu'il ne savait même pas ce qui est arrivé à ses parents, ni son statut de sorcier, ni même l'existence de Voldemort. Et en entendant Voldemort, Ron est mi-choqué, mi-admiratif qu'Harry ait osé prononcer son nom. En fait, Harry lui dit que c'est pas pour faire le malin, c'est que de toute façon, il a tellement de choses à apprendre du monde des sorciers qui sait pas finalement comment se comporter et quoi dire. Et que de toute façon, il est sûr qu'il sera le plus mauvais élève de sa classe. Ron lui rassure en lui disant qu'il y a plein d'élèves qui ont vécu dans les familles de Moldus et qu'ils apprennent très vite. Alors, à midi, une femme avec un chariot ouvre la porte de leur compartiment en leur demandant s'ils veulent quelque chose, Harry et Ron. Alors ça m'a étonné parce que dans ce passage, le personnage, il est décrit comme une jeune femme souriante, alors que c'est une vieille femme dans les films, mais aussi dans l'Enfant maudit, puisqu'on apprend dans l'Enfant maudit que ça fait 2 siècles qu'elle fait ce travail depuis l'instauration du Poudlard Express. Est-ce que tu sais pourquoi, toi, elle est décrite ici comme une jeune femme ? Non, je sais pas, mais je pense que tu vas me le dire. Oh oui, je vais te le dire. Alors, on adore la traduction de Jean-François Ménard, mais c'est la 2e petite boulette qu'il ait fait. Après le JF, franchement, faire un effort. GF. Il avait fait une première erreur de traduction en spécifiant que les parents de Drago sont partis acheter la baguette, alors que non, ils sont pas partis chercher, ils sont partis regarder des baguettes, ce qui est moins incohérent que l'inverse. Alors que là, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que dans le livre original, en anglais, la femme au chariot, elle est présentée comme « a smiling dimple woman ». Donc, dimple, c'est les fossettes.
Donc elle sourit, elle a des fossettes, mais elle est absolument pas jeune, c'est pas une young lady ou une young woman. Il a ajouté le mot, et il aurait pas dû, parce que c'est une vieille femme, en fait. Il s'est senti pousser des ailes, je pense. Ouais. Enfin, au passage, la traduction de Harry Potter est quand même d'une très très bonne qualité. Surtout pour la retranscription des noms. Complètement. Ouais, toute l'invention étymologique. Mais on peut regretter quand même, notamment de la part de Gallimard, que dans les nouvelles collections, parce que là on se base sur une collection qui est assez récente, et ben ça n'a pas été changé. C'est quelque chose qu'il pourrait faire quand même. Harry, il hésite pas une seule seconde, mais Ron lui marmonne qu'il a déjà des sandwichs et ses oreilles deviennent à nouveau tout écarlates. C'est la première fois de sa vie que Harry peut dépenser son argent à lui pour ce qu'il veut, mais face au chariot, il reconnaît en fait aucune friandise qui est proposée. Alors, sur le chariot, il y a entre autres des dragées surprises de Bertie Crochu, des ballons gomme du Bullard, des choco-grenouilles, des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron et des baguettes magiques à la réglisse. Qu'est-ce que tu goûterais en premier ? Un premier... Je crois les choco-grenouilles. J'adore le chocolat, donc même si les fondants du chaudron, ça m'a toujours intrigué. Et toi ? Les baguettes magiques à la réglisse. Ouais, j'aime pas trop la réglisse, donc... J'adore ça. Il y a deux teams. Team réglisse et pas team réglisse. Il y aura à nouveau une team Marina et une team Jérémy dans cette émission. Team choco-grenouille. Et moi, je me pose la question, mais il y a que des friandises à déjeuner dans le Poudlard Express ? Je veux dire, il y a rien de salé ? Il y a que du sucré. Ouais, et je suis sûr que les sandwichs de Molly, ils sont pas si mal que ça, en fait. Ils sont où les petits sandwichs triangles, là ? À 10 balles. Les donuts. les sodebo du sorcier. Dans le wagon restaurant. Alors, pour être sûr de tout goûter, Harry prend un peu de tout. Ron sort ses sandwichs et il fait un peu la tronche, parce que sa mère lui a encore mis du cornet de bif. Bon, c'est vrai que c'est un peu burk, quand même, le cornet de bif. Harry lui propose de partager tout ce qu'il a pris. Ron, pendant ce passage, il a cette phrase « Il ne faut surtout pas manger ça, c'est tout sec. Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes 5 enfants à la maison. » Alors j'ai 2 petites remarques. La première, et les garçons, vous pouvez pas chacun préparer votre repas ? Ouais, je suis d'accord. Pourquoi c'est votre mère qui doit le faire ? Elle a pas beaucoup le temps. Vous pouvez pas faire votre sandwich pour le Poudlard Express, sans déconner ? Et la deuxième petite remarque, je me dis quand même, la magie, ça facilite quand même pas mal la cuisine. Alors, bon, ok, en tant que mère au foyer, Molly, elle a vraiment pas le temps. Tu penses qu'il y a une aide magique pour... Ouais, il doit y avoir une aide magique pour le ménage, la lessive et tout ça. Bah, on le voit même, en fait, on le verra par exemple au Square Grimoire, comment il cuisine, même dans la Chambre des Secrets, en fait, un an plus tard. On verra Molly, comment elle cuisine, tout ça. Ça demande de la dextérité, mais ça accélère vachement le processus quand même. Et il y a même une scène dans Les Animaux Fantastiques où Queenie prépare à manger et en fait, tout se fait en 2 secondes. Enfin voilà, on voit quand même que la magie, ça accélère les choses. Et donc je me demande si c'est vraiment une question de temps. Molly, en fait, elle doit regarder Netflix toute la journée. Le Netflix du sorcier. Ron explique à Harry le principe des choco-grenouilles. Alors dans chaque paquet, il y a une carte sur un sorcier ou une sorcière célèbre. Et Ron, il en a déjà 500. Ça fait beaucoup de choco-grenouilles quand même, manger. Ça fait pas mal de calories. Dans la choco-grenouille de Harry, la carte est celle de Dumbledore. Alors après en avoir entendu parler, Harry le voit donc pour la première fois, en photo. Il est décrit comme un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une chevelure argentée, une barbe et une moustache. Donc au dos de chaque carte, il y a une courte biographie du sorcier représenté, et Harry lit donc celle de Dumbledore. Alors je cite « Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de sinistre mémoire. Il travaillait en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des 12 propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. » Bon, il y a quand même un petit spoil animaux fantastiques dans cette description. Bon, Grindelwald est renversé par Dumbledore en 1945. De toute façon, c'est un secret pour personne. On sait où la saga nous mène. Il y a l'évocation de Nicolas Flamel. Préparation, paiement. Eh oui, préparation, paiement, comme tu dis. Et sinon, dans les hobbies de Dumbledore, est-ce que tu arrives à imaginer vraiment Dumbledore en train de jouer au bowling ? Bah ouais, c'est Dumbledore.
Je vois tout à fait en train de manger ses sorbets au citron, là. Non, c'est vrai qu'il a un côté un peu loufoque. Ouais. Mais est-ce que le bowling sorcier, c'est le même bowling que les moldus ou pas ou... Ah, moi j'imagine qu'il joue au bowling moldu. C'est encore plus fun. Il se prend une piste pour lui tout seul et c'est le mec un peu bizarre avec sa barbe blanche et sa robe de sorcier. C'est ça. Il est pieds nus sur la piste. Ah non, avec les belles chaussures de bowling. Ah oui, obligé. Après avoir lu le texte, Harry est stupéfait de s'apercevoir que Dumbledore a disparu de la carte. Mais Ron le rassure en lui disant que c'est normal, qu'il va bien finir par revenir et que c'est comme ça dans le monde des sorciers avec les photos. Alors, petite question que je me pose, à quel point les portraits de sorciers sont humains, entre guillemets ? Parce que, bon, on le sait, il s'agit de projections, c'est-à-dire c'est un peu comme les fantômes quelque part. Mais par exemple, est-ce qu'un portrait peut révéler un secret ou une information qui est inconnue de l'interlocuteur ? Les tableaux de directeur, comme on le voit dans le bureau du directeur à Poudlard, ils sont quand même très utiles. Donc je me demande jusqu'où va un portrait. Ouais. En plus, ça m'angoisse un peu de... à quel point ils ont une conscience, tu vois ce que je veux dire ? T'imagines, en fait, tu te rends compte que t'es enfermé dans un portrait et ton seul moyen de te déplacer, c'est uniquement de portrait en portrait, mais tu peux jamais sortir, tu peux concrètement jamais toucher les gens. Ah, rien d'y penser, ça m'angoisse. Je sais pas à quel point ils ont une certaine conscience de leur état, en fait. C'est vrai que c'est une réflexion qui revient assez souvent chez les fans, puisque la saga Harry Potter, en termes de thématique, ça tourne beaucoup autour de la mort, et en même temps, il y a des restes après la mort dans l'univers Harry Potter. Les tableaux, les fantômes en sont des exemples. Et c'est vrai que les fantômes, on le sait aussi, c'est pas la continuité de la vie de la personne, c'est une image d'elle-même du temps de son vivant qui est projetée après sa mort. Et les portraits, je pense que c'est un peu pareil. Pour revenir à l'Enfant Maudit, finalement, je cite beaucoup l'Enfant Maudit ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Mais dans l'Enfant Maudit, il y a Dumbledore qui dit ça aussi. À un moment donné, il dit n'oublie pas que je suis qu'un portrait et que je suis que la projection que t'as de moi, en fait. Mais quand même, enfin, je veux dire, s'ils peuvent se rendre utiles, c'est que vraiment, pour moi, la ligne jaune, ça serait que le portrait révèle une information. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, pour le coup, ça serait pas simplement une projection, puisqu'on ne connaît pas cette information, pourtant, la personne nous la donne. Mais la question, c'est que tout le monde peut être transformé en portrait vivant, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tout le monde a un être qui a été aimé dans leur maison, avec qui il continue de converser ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois la réflexion que je peux avoir ? Je pense que c'est, entre guillemets, sur la base du volontariat, parce un peu comme le fait... un être cher, et finalement, tu continues à le faire vivre, pas vraiment, mais tu continues à le faire vivre à travers un tableau. Ça peut être assez, malsain, comme Harry avec le miroir du Riséd, où il est obsédé par, j'avance un peu trop dans l'histoire, mais qui est obsédé par la vision de ses parents. Ou comme la pierre de résurrection. Ça peut être pareil avec un tableau. Tu perds quelqu'un, ton mari ou ta femme. Est-ce qu'il doit être peint de son vivant pour prendre vie ? Oui, ça, je pense que... De son vivant, ouais. Je pense que c'est une étape obligatoire. Comme un fantôme doit avoir un rituel du temps de son vivant pour être un fantôme plus tard. Donc ça, c'est certain, il faut qu'il soit peint de leur vivant. Tu peux pas faire revenir à la vie quelqu'un qui est déjà mort sous forme de portrait. Ça serait pas trop cohérent, je vois pas trop comment ça serait possible. Donc il faut que ça soit un choix de la part de celui qui est peint. Je pense qu'il y a des tableaux inanimés dans le monde des sorciers. Qu'il faut une procédure spécifique pour que le tableau soit animé. Je pense que si la personne est morte, mais que tu l'as peint, le portrait peut être animé, mais il sera sans âme. Parce que la personne n'aura pas mis son âme dedans, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une réciprocité entre la personne qui est représentée et la personne qui peint pour que le charme opère, en fait. Ouais. Si c'est à sens unique, je pense pas que ça fonctionne tout à fait. C'est une théorie. Mais c'est extrêmement intéressant ce débat sur après la mort, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai qu'on nous dit beaucoup à travers le conte des trois frères que essayer d'échapper à la mort, c'est vain. Et en même temps, c'est aussi possible. Quand Harry il perd Sirius, l'un des premiers réflexes, c'est qu'il va voir Nick quasi sans tête. Il lui dit « Mais toi t'es mort, mais pourtant t'es là. Pourquoi on n'est pas tous là ?» Et c'est un peu... À ce moment-là, c'est un peu comme si J.K. Rowling interrogeait son propre univers aussi, je trouve. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ?
C'est passionnant en tout cas. Ron, il est choqué d'apprendre que chez les Moldus, justement, les gens ils restent immobiles sur les photos. Ils trouvent ça même bizarre. Donc là, on a encore une preuve que les sorciers ils vivent complètement en autarcie parce que Ron, réveille-toi, regarde le monde qui t'entoure. Et dans la plupart des photos, dans le monde des Moldus, le monde majoritaire qui t'entoure, les gens ne bougent pas. Va faire un tour à Times Square. Bon, là, ça bouge. Ça signifie qu'ils vont jamais dans les villes exclusivement Moldus. Ils n'ont aucun contact avec les Moldus. Les sorciers ne connaissent pas réellement le monde qui les entoure. Ils ont donc une perception infime, en fait. Et quelque part, des Moldus qui voyagent et qui sont curieux, ils connaissent beaucoup plus le monde que des sorciers qui vivent dans leur monde de sorciers. En mangeant les chocolats, Harry découvre d'autres cartes choco-grenouilles. Et là, c'est le petit instant Wikipédia de Jérémy. Oui, full en délire. Alors, il y a la carte de Morgane. C'est un personnage de la légende arthurienne qui est bien connu, la fée Morgane. Elle est précisément la demi-sœur du roi Arthur, et c'est une adepte de magie noire et l'ennemi juré de Merlin, selon la légende. Il y a aussi la carte de Hengist de Woodcroft. Alors je sais pas si tu le savais, Marina, mais c'est le fondateur de Préolard, et il habitait aux Trois Ballets. Donc ça, c'est des informations qu'on a dans le premier jeu vidéo. C'était trop cool, sur PlayStation. Et justement, en fait, il y a sur les cartes Choco-Grenouille, il y a la biographie des personnages. On a beaucoup d'informations dans les jeux vidéo parce que c'était des cartes qu'on pouvait collectionner. Après, tout dépend si on considère les informations comme canon ou pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de les prendre en compte. Hengist de Woodcroft, le fondateur de Préolard, il était à Poufsouffle, comme l'indiquait le message de bienvenue de Pottermore aussi. Donc je ne sais pas si sur Wizarding World maintenant c'est le même message. Je ne sais pas, j'ai pas encore fait ma répartition. Il y a aussi la carte de Alberic Grunion. C'est l'inventeur de la bombe à bouse, selon le deuxième jeu vidéo, La Chambre des Secrets. Il y a la carte de Circé. Alors Circé, encore une fois, c'est un personnage de la mythologie grecque, puisque pendant l'Antiquité, Circé, elle vivait sur l'île d'Éa, et elle métamorphosait en cochon tous les marins qui faisaient naufrage sur son île. Et J.K. Rowling en a fait une sorcière de son univers. Bah, tu vois, Hagrid, en fait, il a rendu hommage à Circé en voulant transformer Dudley en cochon, tu vois. C'était juste un hommage à la mythologie grecque, enfin. C'est une référence culturelle. C'est ça. On n'a pas compris. On le comprend pas. Il y a aussi la carte de Paracels. Paracels, lui, il a réellement existé, un peu comme Nicolas Flamel. C'était un médecin et un philosophe suisse du XVIe siècle qui était très novateur pour son époque. Et dans l'univers d'Harry Potter, on lui attribue la découverte du fourche-langue, information du deuxième jeu vidéo. C'est sûrement un serpentard aussi, on peut en déduire. Il y a bien sûr la carte de Merlin, l'un des plus célèbres sorciers de la légende arthurienne. D'ailleurs, par la barbe de Merlin, c'est une expression qui est courante chez les sorciers. Et petite anecdote, dans les Reliques de la Mort, Hermione dira même par le caleçon de Merlin. Pottermore nous a appris aussi qu'il était à Serpentard. Donc là, c'est sûr, Merlin était à Serpentard. Et enfin, il y a la carte de Clionna. Alors, c'est pas la nouvelle Renault. C'est une druidesse irlandaise qui a découvert les propriétés de la rosée de lune, encore une fois selon les jeux vidéo. Et elle est en train de se gratter le nez quand Harry la regarde. Instant Wikipédia terminé. Merci Jérémy. Ron, il met en garde Harry quand il commence à s'attaquer au dragée surprise de Bertie Crochu. Alors, encore une fois, petite indication de traduction, le E à la fin de Crochu, de Bertie Crochu, il n'a pas lieu d'être, parce que Jean-François Ménard, il a pensé en traduisant que Bertie Crochu était une femme, mais non, il s'agit bien d'un homme. Est-ce que tu le savais, Marina ? Ouais, grâce à un certain podcast qui s'appelait le Podcast. C'était un homme, il est représenté partout comme un homme, et donc ça devrait être Crochu sans E. Alors, il y a toutes sortes de parfums, certains on va dire normaux, et d'autres surprises, comme épinards, foie ou tripes, comme l'explique Ron. Ron, il dit aussi, Georges dit qu'un jour, il en a eu un au sang de gobelin. Si c'est vrai, c'est pas un peu raciste quand même de la part de Bertie Crochu ? De mettre du sang de créature ? Non, mais comme si le sang de gobelin avait un goût. Non, c'est pas si raciste que ça. Oui, j'imagine que c'est un goût. Non, c'est juste dégoûtant.
Ouais, c'est un peu dégoûtant par contre, hein. Ça, c'est Et clair. c'est horrible, ça signifie qu'il y a des gobelins qui sont tués et qu'elle utilise leur sang pour... Enfin, qu'ils utilisent leur sang pour ces dragées. C'est assez horrible. Oh, je pense que c'est des arômes artificiels de sorciers. Tu penses? Je pense que c'est Comme du foie, E412 de tripe, sorcier et tout ça. Ouais. Mhm. Ron, il tombe sur du chou de Bruxelles à son grand malheur, et tous deux passent alors un bon moment à expérimenter toutes les dragées. Est-ce que toi, t'en as déjà goûté des dragées surprises dans la vraie vie? J'en ai dû en manger un. C'est vrai? Ouais, un seul. Et je sais même plus quel goût j'ai eu. Ça m'a pas marqué. Donc t'as jamais... Ouais, ça t'a pas marqué parce que t'as pas mangé ceux au vomi. Non, ça devait être, je sais pas, un goût classique aux fruits ou quelque chose comme ça. Toi, t'en as mangé plein la dernière fois. L'émission du podcast. Ouais, je crois que j'en ai mangé moins que les chroniqueurs, mais j'en ai mangé pas mal, même en dehors du podcast. Et le dragé vomi, il est vraiment très très mauvais. Celui-là, il t'aurait marqué. Le dragé savon aussi, il est particulièrement savoureux. Les paysages passent progressivement de champs de campagne à une région plus sauvage avec plus de relief. On se dirige donc un peu plus vers le nord. Après un moment, quelqu'un frappe à la porte du compartiment de Harry et Ron. C'est le garçon joufflu que Harry a déjà vu sur le quai un peu plus tôt. Il a l'air de pleurer et il demande s'ils n'ont pas vu un crapaud. Harry et Ron lui répondent que non, et Harry tente de le rassurer en vain. Puis le garçon finit par s'en aller. Ron dit qu'il voit pas pourquoi le garçon est si triste parce que s'il avait un crapaud, lui, il ferait tout son possible pour le perdre. Pauvre crapaud. Mais en même temps, il avoue qu'il a pas grand-chose à dire avec Croutard. Le rat, il a dormi pendant tout le trajet sur les genoux de Ron jusqu'à maintenant. Et Ron dit que s'il était mort, de toute façon, il verrait pas la différence. C'est trop horrible, ça veut dire qu'il s'est jamais pris d'affection pour son rat. Oh, je suis pas d'accord, il a beaucoup d'affection pour Croutard. Ouais, avec Patin Rond, il l'a bien défendu. Il le défend beaucoup ouais, face à Patron Rond. Et puis, c'est sa façon de parler, mais en fait, il y est très attaché. Je pense que Ron, c'est un peu le genre qui passe un peu pour un je m'en foutiste. Il fait genre qu'il s'en fout de tout, mais en fait, réellement, tout le touche. Je le vois un peu comme ça, Ron. Ouais, moi aussi. Il explique à Harry qu'il a essayé hier de lui jeter un sort à Croutard pour qu'il devienne jaune, mais que ça a pas trop réussi. Alors, il dit que c'est pour le rendre un peu plus drôle, mais est-ce que ça pourrait vraiment le rendre plus drôle? Pourquoi le teindre en jaune? C'est un peu l'humour sorcier, ça nous passe au-delà. Ouais, puis c'est un peu de la torture animale aussi, ouais. Quoi. Pourquoi le teindre en jaune? Laisse-le tranquille, pauvre rat. Bon, c'est Petit Gros. Ouais, finalement, c'est Petit Gros. Finalement, avec son C, tant mieux. Alors, Ron sort sa vieille baguette magique, qui a donc appartenu à Charlie, comme tu l'as dit, Marina. À son extrémité, le poil de licorne commence à sortir. Donc la baguette, elle est vraiment pas en très bon état. Ça me fait penser qu'il y a une théorie, je sais pas si tu le sais, Marina, sur la baguette de Neville, qu'on a rencontrée un peu plus tôt. Parce que oui, ok, d'accord, le gamin, c'était Neville. Gros spoil. La théorie, ça serait que si Neville n'était pas très doué en magie, c'est parce qu'il possède lui aussi une baguette qui a appartenu à quelqu'un d'autre, en l'occurrence son père. Mais sa baguette à Neville, elle est détruite dans l'ordre du Phénix pendant la bataille au département des mystères. Et grâce à la deuxième baguette achetée chez Ollivander, Neville serait donc beaucoup plus doué en magie jusqu'à devenir le badass qu'on connaît dans les reliques de la mort. Alors, pourquoi pas, peut-être que la nouvelle baguette de Neville l'a rendu plus fort, plus badass, comme j'ai dit, mais ça marche pas vraiment sur Ron, non? Je sais pas. Tu penses que Ron est un excellent sorcier? En tout cas, oui, il est pas désastreux au point de Neville. Je pense pas que ça soit ni un mauvais ni un excellent sorcier, mais je vois pas d'évolution dans sa magie à partir du prisonnier d'Azkaban, en fait. Après, est-ce qu'on a eu des moments où on aurait pu constater une évolution de sa magie? En cours, lors des batailles. Je sais pas. Et en fait, la question derrière ça, la question de fond, c'est est-ce qu'on est vraiment diminué quand on possède une baguette qui a déjà appartenu à un autre sorcier? Je pense, ouais, parce qu'on n'a pas de lien spécial avec la baguette. Ok. Toi, pour le coup, c'est pas une nouvelle baguette que tu as à nouveau choisie chez Ollivander, c'est vraiment tu as cette baguette parce que tu n'as pas le choix. Donc t'as pas eu l'occasion de créer un lien particulier avec cette baguette. Donc je pense que si à la base t'es pas non plus excellent, ça peut diminuer tes capacités. Et tu l'as pas non plus gagné en duel. Ouais, aussi.
Au moment où Ron s'apprête à tenter à nouveau le sortilège pour changer Croutard en jaune, je le rappelle, le garçon joufflu revient dans le compartiment, cette fois accompagné d'une fille déjà vêtue de sa robe de sorcier flambant neuve. Elle demande alors à Harry et Ron s'ils n'ont pas vu un crapaud car Neville a perdu le sien. Les garçons, ils répètent une nouvelle fois que non, ils n'ont pas vu de crapaud. La jeune fille est décrite avec d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. Alors, au-delà de toute l'admiration que je porte pour Emma Watson, il faut quand même dire que le personnage, il a été lissé physiquement pour les films, tu trouves pas quand même ? Ouais, Emma Watson, de toute façon, je pense qu'elle est très compliquée à rendre disgracieuse physiquement, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, mais ils auraient pu caster une autre fille un petit peu moins jolie, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas étonnant que, oui, ils vont pas choisir des gens avec des physiques disgracieux. Quoique Rupert Grint, il est pas non plus fou physiquement, tu vois. C'est pas ton préféré ? Non. Tu préfères Daniel Radcliffe ? Oui. Ouais, c'était un peu c'était mon crush d'adolescente. Je sais bien. Même maintenant. Comme Neville, carrément. Ouais, Neville maintenant. Oui, Neville maintenant, oui. Alors, petite anecdote quand même, ils ont quand même essayé de faire porter à Emma Watson de fausses dents. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Oui. Par moi ? Oui. Tu me l'as déjà dit. Non, mais c'est vrai, j'aime bien cette anecdote. Alors, si je me souviens bien, si je t'ai bien écouté, parce que ça arrive rarement, non, je plaisante. Ok. La scène d'adieu sur le quai à la fin du film, ça a été une des premières scènes tournées. Et si on regarde bien, elle avait la prothèse dentaire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, si. La prothèse dentaire, mais sauf que l'actrice, en fait, Emma Watson, elle l'a pas du tout supportée. Et ils ont arrêté de lui mettre durant le long du film, en fait, par la suite. Ça l'a gêné, en fait. Mm. Donc, ils ont décidé de pas le garder. Et d'ailleurs, dans cette scène, ils ont aussi essayé de mettre des lentilles à Daniel Radcliffe pour qu'il ait les yeux verts, comme dans le livre. Parce que Daniel Radcliffe, il a les yeux bleus. Et en fait, il a fait une réaction allergique. Donc, il a les yeux un peu rougis dans la dernière scène. Alors, c'est pas très grave parce que c'est assez émouvant comme scène, puisque Hagrid lui donne le livret avec les photos de ses parents. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il a fait une réaction allergique. Et c'est bien qu'ils ont abandonné l'idée de lui donner des lentilles aussi. Et Harry, du coup, dans les films, il a les yeux bleus et pas les yeux verts. En plus, mettre des lentilles à un enfant de 11 ans, je sais pas si c'est bien... Oh, ça se fait pas mal, hein, tu sais, pour des costumes. La fille dont je ne prononcerai pas encore le nom, si j'y arrive, est très intéressée par le sortilège que s'apprêtait à lancer Ron. Après une incantation douteuse, le sort, c'est un échec total puisque rien ne se passe. Tu penses quoi de la voix française d'Emma Watson ? Tu appelles ça jeter un sort ? Elle est hyper agaçante. Hein. Du coup, je sais pas si c'est bien choisi ou si c'est bien trop agaçant. Ouais, je la trouve peut-être moins agaçante en VO et en même temps, je suis pas sûr. Ouais, non, je la trouve plutôt pas mal. Mais en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait, c'est-à-dire que on a découvert ces films très tôt et en fait, on s'est habitué à ce doublage-là, en tout cas pour les premiers films, si bien que, en fait, ça me ferait bizarre qu'il y ait un autre doublage, en fait, si tu veux. Après, maintenant, je préfère les regarder en VO, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a fait une soirée assez récemment sur Lyon où c'est un concept où on mange un repas sur le thème du film qui est projeté et ensuite on va à l'étage dans des canapés assez confortables et on regarde le film. Et il y a toujours un vote à main levée avant de lancer le film si les gens veulent le voir en VO ou en VF. Et là, à très grande majorité quand même, les gens voulaient voir Harry Potter 1 en VF. Malheureusement. Ouais. C'est pas grave. On a passé une très bonne soirée quand même. La fille aux cheveux ébouriffés demande à Ron s'il appelle vraiment ça « jeter un sort ». Elle dit que c'est pas très brillant et que pour elle, tous ces sortilèges d'entraînement ont parfaitement fonctionné. D'une traite, elle informe aussi au garçon qu'elle a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a reçu sa lettre de Poudlard, car c'est une Némoldue, qu'elle a appris par cœur tous les livres du programme et qu'elle s'appelle Hermione Granger. Hermione Granger, comme les Québécois. Version québécoise. Dans le livre, à ce moment-là, avant qu'elle devienne véritablement amie avec Harry et Ron, justement, je trouve que Hermione, elle est un peu plus irritante encore que dans le film. T'es d'accord avec ça ou pas ? Tu penses qu'ils ont atténué son caractère irritant dans le film ? C'est peut-être le fait que le film
donne l'impression que tout va plus vite que dans le livre. Tout va plus vite et ils effacent un peu certaines scènes avec les personnages. C'est drôle aussi parce que après la tirade d'Hermione, Harry y jette un coup d'œil à Ron et il est rassuré de voir qu'a priori, Ron, lui non plus, il n'a pas appris par cœur les livres du programme. Donc déjà, il y a une petite solidarité entre eux. Enfin, pas solidarité. Petite naissante. Ils arrivent à communiquer sans se parler. Harry et Ron se présentent. Quand Hermione apprend qu'Harry est Harry Potter, elle lui dit qu'elle a déjà tout lu sur lui dans 3 autres ouvrages différents pour sa culture générale. Elle est choquée d'apprendre que Harry, il était même pas au courant. Et justement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien écrire ces livres au sujet de Harry ? Des livres sur d'éventuelles théories, sur ce qui s'est passé cette nuit. Bah ouais, parce que à part des théories, pas grand-chose de plus, un aspect biographique peut-être, mais sur ce qui s'est passé réellement, personne ne sait, même pas Dumbledore. Bah oui, il n'y a même pas à écrire sur la vie d'Harry, parce qu'il avait 1 an quand ça s'est passé, donc il n'y a rien à dire ensuite après la tragédie. Donc je ne sais pas trop de quoi parlent ces chapitres, ça serait intéressant que J.K. Rowling nous le dise. Hermione ajoute avant de repartir chercher le crapaud de Neville qu'elle aimerait être répartie à Gryffondor et que Harry et Ron devraient mettre leur robe de sorcier parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Après qu'Hermione et Neville soient partis, Ron dit qu'il espère qu'elle ne sera pas répartie dans la même maison que lui dans tous les cas. Et il dit aussi que c'est George qui lui a pris le sortilège pour Croutard et que c'était sûrement une autre de ses farces. Harry demande à Ron plus d'informations sur les maisons de Poudlard. Il explique alors que Ron qu'il y a 4 maisons, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Tous les frères de Ron ont été répartis à Gryffondor, et son visage s'assombrit un peu à cette pensée car il a peur d'échouer, c'est-à-dire d'être réparti dans une autre maison. Pour changer de sujet, Harry demande à Ron ce que sont devenus Bill et Charlie après leurs études à Poudlard. Ron il explique que Charlie il est en Roumanie pour étudier les dragons et que Bill travaille en Afrique pour Gringotts. Alors le pays de l'Afrique ? Est-ce qu'il dit le pays de l'Afrique ? Non, il dit juste en Afrique, mais c'est quand même grand l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Le pays de l'Afrique. Ça lance alors Ron sur le sujet de Gringotts. Il apprend à Harry qu'il y a eu un vol, mais que rien n'a été volé. Les sorciers en parlent tellement car il faut être un expert en magie noire pour parvenir à s'introduire dans la banque, et cela fait revenir le spectre de Voldemort dans toutes les pensées. Harry commence quand même à ressentir un peu de la peur à l'évocation de Voldemort parce qu'il s'aperçoit de l'impact encore aujourd'hui que Voldemort a dans le monde des sorciers. La discussion vire ensuite sur le Quidditch, une des grandes passions de Ron apparemment, mais à ce moment-là, la porte du compartiment s'ouvre à nouveau, et c'est 3 garçons qui entrent cette fois. Harry reconnaît le garçon au teint pâle avec qui il a parlé dans la boutique de Madame Guipure. Il demande avec intérêt si c'est bien lui, Harry Potter, comme il se raconte un peu partout dans le train. Harry lui confirme. Malfoy présente Crabbe et Goyle qui l'entourent, et Harry trouve qu'ils ont l'air de gardes du corps. Ce qui est un peu vrai, basiquement, c'est un peu ces gardes du corps. Le garçon au teint pâle se présente comme étant Drago Malfoy. Bon, je viens pas du tout de le dire, mais bon... Ron, il se met alors à tousser / ricaner lorsqu'il entend son nom, ce qui ne fait pas vraiment plaisir à Drago, qui dit à Ron que de toute façon, il n'a pas besoin de demander son nom à lui, car les Weasley sont tous roux, avec des taches de rousseur, et beaucoup trop d'enfants pour les nourrir. À ce moment-là, Drago, il se retourne vers Harry, et il le met en garde sur les personnes qu'il fréquente. Il lui tend la main en disant qu'il peut lui donner des conseils. Harry refuse de lui serrer la main et il ajoute qu'il n'a pas besoin de conseils pour savoir qui sont les gens douteux. Alors j'aime bien la répartie de Harry, et particulièrement dans les livres. Alors là, c'est vrai que ce passage-là, il est plutôt fidèle, sauf que ça se passe pas dans Poudlard Express, ça se passe déjà dans le hall de Poudlard. À l'école, ouais. Mais n'empêche, des petits moments comme ça où Harry il arrive à casser son adversaire, ça arrive très souvent dans les livres, il a beaucoup de réparties et c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup chez lui. Mais quel discours horrible pour un enfant de 11 ans. Et encore une fois, il a entendu ça chez ses parents, forcément, et il le répète bêtement. Ouais, c'est ça, c'est que c'est Lucius et Narcissa qui doivent avoir ce genre de discours, et ils répètent, quoi, comme font les enfants. Face à cette humiliation, Drago il va encore plus loin dans la provocation. Il dit à Harry que s'il continue de traîner avec, je cite, de la racaille comme les Weasley ou ce Hagrid, il finira comme ses parents. Tu vois pas la méchanceté de cet enfant. Alors moi je suis désolé, mais dans mon jugement, Drago c'est un peu comme Rogue. Il y a des choses que je leur excuse pas, et ce sont surtout et avant tout des gros crétins. Mais Rogue, j'ai du mal... Non,
Non, Marina, arrête, tu ne vas pas rentrer dans ce débat si Rogue est gentil ou non, si... Rogue, c'est un crétin, c'est un gros crétin. On garde ce débat en temps voulu parce que sinon on va trop s'avancer. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. En fait, moi, je fais pas du tout partie de ceux qui pardonnent tout à Severus Rogue. Mhm. Et il y a une mouvance aussi un peu Drago Malfoy, notamment parce qu'à partir du Prince de Sang Mêlé, ça va devenir lui aussi une victime. Mais il y a des choses, il y a des choix que tu fais dans la vie. D'ailleurs, Harry Potter te raconte ça tout le temps, du début à la fin. Nous n'arrêtons pas de faire des choix dans la vie. Et il y a des choix que font Severus Rogue et Drago Malfoy pendant de longues années qui sont indiscutablement crétins. Et ça montre qui ils sont, profondément. Mais peut-être qu'on aura un grand débat plus tard. On aura ce débat. Des grandes polémiques à venir avec nos auditeurs. Harry et Ron se lèvent en même temps, prêts à se bagarrer. Harry leur demande de partir, mais Drago dit qu'ils n'en ont pas l'attention, surtout avec toutes les friandises qui leur restent. Goyle tend alors la main vers les choco-grenouilles, et soudainement, Croutard lui mord le doigt, et lorsqu'il lâche prise, il finit projeté contre la vitre. Les 3 garçons s'enfuient alors du compartiment. Bon, on sait que Croutard, c'est petit gros, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quoi ce geste ? Est-ce qu'il s'agit d'une vengeance envers Goyle ? C'est quoi le geste ? Pas, peut-être qu'il avait des choses à régler avec la famille de Goyle. Peut-être, hein, peut-être. Ou alors il fait que protéger simplement son maître, Ron. Un réflexe animal aussi, qui a pris le dessus. Ah, tu penses ? Ça reste un animagus quand même. Après, on avait parlé... Ouais, mais on avait vu avec une auditrice, qu'avec le temps, peut-être que tu as des réflexes animaux, justement, quand tu restes trop longtemps dans la peau d'un rat, par exemple. Peut-être. Mais j'aime bien la théorie comme quoi il a une petite vengeance personnelle à faire. Juste après que les 3 garçons se soient enfuis, Hermione revient dans le compartiment en demandant ce qui s'est passé. Tu vois, là, c'est un bon exemple de Hermione plus agaçante dans les livres, parce que dans les films, elle ne vient qu'une fois. Mais c'est l'aspect encore un peu zapping. Elle vient, elle est agaçante, elle repart. Sauf que là, elle vient, elle est agaçante, elle repart. Elle revient, elle est ultra agaçante et elle repart. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ron est abasourdi lorsqu'il se rend compte que Croutard n'est pas assommé, mais qu'il s'est juste rendormi. Pauvre. Non, pas pauvre, pardon. C'est petit gros, c'est un salaud. Et il explique à Harry que les Malfoy ont été parmi les premiers à revenir du bon côté lorsque Voldemort a disparu, en prétextant qu'ils étaient victimes d'un sort. Donc on imagine l'Imperium. Hermione répète à Harry et Ron qu'ils devraient se changer, car le machiniste qu'elle a été voir dans sa locomotive lui a dit que le train était presque arrivé. Et là, c'est quoi ? Et si je fais ça, ça fait quoi ? On est bientôt arrivé ? Mais quelle fouineuse ! Oh là là ! C'est une fouinasse. Comme Weedy. Hermione leur demande s'ils se sont quand même pas battus, Harry et lui. Et qu'elle est revenue les voir car les autres ne font que des bêtises et qu'elles courent dans les couloirs comme des idiots. Alors je me dis que peut-être le problème d'Hermione, est-ce que c'est pas d'avoir la personnalité d'une vieille McGonagall dans le corps d'une fille de 11 ans ? Ouais, elle est déjà vieille dans sa tête. Elle est déjà vieille. Mais au collège, on a tous eu une fille ou un mec, mais une fille qui était un peu comme Hermione, tu vois. Un peu vieux dans sa tête. Même vois, plus vieux que la maîtresse. Ouais, c'est ça. On l'a tous eu. C'est vrai, ça me veut quelqu'un. On veut le nom, l'adresse. Il est là ce soir. Alors la nuit commence à tomber et Harry et Ron finissent par enfiler leur robe de sorcier. Celle de Ron est trop petite pour lui. Pour rappel, elle appartenait à Bill. Une voix retentit dans le train pour informer qu'ils arrivent à Poudlard dans 5 minutes et de laisser leur bagage à leur place. Je me suis toujours demandé, mais c'est quoi le sortilège qui permet de savoir à quel sorcier appartient quelle affaire ? Comment ils font ? C'est beau la magie quand même. Hein. C'est magique, justement. Harry et Ron, ils sont ultra nerveux. Lorsque le train s'arrête, tout le monde rejoint le quai frissonnant de Préolard. Au-dessus de sa tête, Harry entend alors une voix familière appeler les premières années. « Les premières années, par ici. J'ai besoin de whisky. » C'est magnifique. Merci. Vous l'avez reconnu à mon imitation exceptionnelle, c'est bien sûr Hagrid. Hagrid emmène les premières années le long d'un chemin étroit dans la forêt. J'espère qu'il n'a pas trop picolé. Le chemin les mène sur la rive d'un grand lac noir, et de l'autre côté du lac,
en haut d'une montagne se dresse un immense château, hérissé de tours pointues, qui étincellent de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Il s'agit bien sûr de Poudlard. Enfin, Poudlard! On y est, ça y est. Les choses sérieuses commencent. Un des aspects cool quand même du boulot d'Hagrid, c'est de faire découvrir chaque année aux jeunes nouveaux Poudlard. Ça doit être bien de voir un peu les étoiles dans leurs petits yeux. J'arrête ce moment creepy. Tout le monde est donc émerveillé par le spectacle. Il y a des barques dans lesquelles les élèves doivent se mettre. Harry et Ron partagent une barque avec Neville et Hermione. Lorsque tout le monde est installé, les barques glissent sur l'eau par elles-mêmes. Tout le monde est silencieux, les yeux fixés sur le magnifique château. Moi, je crois que je serais là. Mais non. Les barques franchissent un rideau de lierre derrière lequel se cache une large ouverture taillée dans la pierre. Les élèves se retrouvent alors dans un tunnel sombre, au bout duquel se trouve une crique souterraine où tout le monde débarque. Hagrid regarde dans les barques si aucun enfant n'a oublié quelque chose, et c'est là qu'il retrouve Trevor, le crapaud de Neville. Mais il s'est passé quoi dans la life de Trevor, le crapaud, pendant tout ce temps? Tu sais qui l'a rencontré? Non. Le boa constructeur du zoo. Ah oui, ça va être dans le spin-off. C'est ça, d'Harry Potter. Ouais, ils se sont fait un petit road trip. Il a vu des choses, Trevor, il peut pas en parler. Une histoire d'amour commence. Ah oui, carrément l'amour. Je suis d'humeur romantique ce soir. Je sais pas s'il y a une fanfic sur Trevor et le boa constructeur. En tout cas, on pourrait l'écrire. Les enfants suivent à nouveau Hagrid en grimpant le long d'un passage creusé dans la montagne, puis ils arrivent enfin sur une vaste pelouse humide. Ils montent encore quelques marches avant de se retrouver devant l'immense porte d'entrée en chêne massif. Après avoir vérifié que tous les enfants sont bien là et que Neville a toujours son crapaud, le géant tape de son énorme poing à la porte du château. Pour la seconde fois, Hagrid ouvre alors à Harry les portes du monde sorcier pour l'emmener, lui et tous les autres, chez eux, à Poudlard, l'école de magie incroyable qui les attend depuis leur naissance. Et voilà, nous allons commencer enfin les choses sérieuses. On est enfin à Poudlard. Merci Jérémy. De rien, merci Marina. Merci. Alors, vient le grand moment de solitude pour chacun. Renomme le chapitre. Tout. On devrait faire un jingle. C'est le jingle, ça. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce soir? Je vous ai concocté un petit jeu de mots qui vaut son pesant de cacahuètes moldues. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 6. Harry en train de choisir ses amis. Je sais pas si je suis admirative. Là, genre, oh. Je sais pas comment réagir. Je préfère garder la version t'es admirative que l'autre version. Je préfère pas savoir c'est quoi déjà. Non, mais ouais, c'est pas mal. Et comme vous vous en doutez, cette semaine, je ne l'ai pas encore préparé. Non, mais à chaque fois, j'oublie. Je me dis que je vais le faire. Et d'un coup, je me retrouve devant mon écran et je vois que c'est vide. Improvisation. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 6. Harry découvre le wagon-bar de la SNCF. Ah, c'est bien aussi. Ouais, c'est ça, oui. Mais, hein? Ah, t'es plutôt admiratif quand même du titre. Ah oui. Harry en train de choisir ses amis. Mm-hmm. Et ouais. Team Jérémy ou Team Marina, faites votre choix sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant à la volière. Alors, tout d'abord, un hibou sonore de Kishae. Par rapport au prix de Poudlard, est-ce que ce serait une école payante ou pas? Je pense que c'est pas une école payante parce que déjà, je pense pas que les Weasley auraient les moyens d'envoyer 7 enfants à Poudlard si c'était payant, même avec une bourse et tout, ce serait un peu ric-rac. Et aussi, moi je pense,
y a un système de liste en fonction des naissances et tout, parce que les sorciers, ils doivent pas être non plus ultra nombreux, sinon, normalement, les Moldus, ce serait peut-être quelque chose. Et du coup, par rapport à ça, ils doivent être, par exemple, sur une liste dès leur naissance. Et donc, ils doivent signifier qu'ils iront bien à l'école une fois qu'ils reçoivent leur lettre à leurs 11 ans, afin de dire qu'ils seront présents à l'école et qu'ils n'auront pas faire école à la maison comme le font certains sorciers. Alors, effectivement, les élèves sont inscrits depuis leur naissance, ça, Hagrid le dit dans le livre, et on sait aussi que les élèves sont inscrits automatiquement par une plume automatique dans un registre. Donc oui, ils sont inscrits depuis leur naissance, ça c'est incontestable. Et on a eu pas mal de messages aussi pour nous préciser qu'il y a bien une bourse pour les sorciers. En fait, j'avais un peu oublié ce détail. Il y a bien un Crous sorcier. C'est Dumbledore qui en fait part à Tom Jedusor quand il va le chercher dans l'orphelinat, en disant qu'il y a des aides en fait pour les enfants comme lui. Donc il y a un Crous sorcier. Donc on n'était pas si loin de la vérité. On n'était pas si loin que notre cité U de Poudlard. En tout cas, merci Kishae pour ton hibou sonore, et n'hésitez pas à vous lancer comme Kishae ou Rémi dans une précédente émission. Et c'est au tour d'Inès de nous écrire. Bonjour, j'adore votre émission et j'avais une question. Je ne comprends pas pourquoi Vernon et Pétunia ne veulent pas donner une lettre à Harry, car s'il va à Poudlard, ils n'auront pas à le supporter toute l'année, sauf pendant les vacances d'été. J'espère que vous pourrez répondre à ma question. Alors je pense que j'avais déjà donné un semblant de réponse dans les précédentes émissions. En fait, en acceptant de donner la lettre de Poudlard à Harry, c'est informer à Harry de l'existence du monde des sorciers. Et de ce fait, ça veut dire faire entrer la magie et son univers chez eux. Et je pense qu'ils préfèrent garder Harry avec eux et continuer à le traiter comme ils le traitent que de se débarrasser de lui et faire face à la réalité du monde des sorciers. Ils n'ont pas envie que leur vie ordinaire bien rangée soit bousculée avec les particularités du monde des sorciers. Complètement, même si c'est complètement crétin, puisque finalement, avec ça, ils le voient que deux mois dans l'année. C'est quand même plus facile à dissimuler et à cacher des voisins. Mais les Dursley ne brillent pas par leur intelligence, on ne vous l'apprendra pas. Un prochain message de Gaël. Salut, mes fils et moi poursuivons notre visionnage des films, vague scolaire oblige. Et donc mon fils Tony, 14 ans, me fait remarquer que lorsque les gens se changent en animagus, ils devraient être tout nus. Hier, dans Harry Potter 3, pourtant Sirius et Pettigrew se transforment et pourtant ils sont vêtus. Ah mince, ils sont pas à poil. Or, dans le 5e, lorsque Sirius accompagne sous sa forme de chien Harry à la gare, il se couvre d'un long manteau, qui rappelle d'ailleurs ses poils de chien. Aidez-moi à lui répondre s'il vous plaît, qu'en pensez-vous ? Et autre question, toujours relative aux animagus, lorsqu'on se transforme, a-t-on la faculté de communiquer avec les animaux de notre espèce ? Voilà, c'est chouette les enfants qui posent des questions, n'est-ce pas ? Effectivement. J'espère que vous pourrez nous aider. Bonne journée. Alors, pourquoi ils sont pas tout nus ? Je pense que c'est une question de pudeur. Déjà, est-ce qu'on a envie de voir Peter Pettigrew tout nu ? Ouais, c'est vrai. Moi non. Et toi ? Bien sûr. C'est mon fantasme secret. Non, je pense que c'est un peu la magie. C'est vrai que je les vois pas être tout nus. Après, je pense, de façon rationnelle, je pense que quand on se transforme en animagus, on n'est pas tout nu. Donc, en fait, on a des vêtements avec nous, et je pense qu'on récupère, une fois qu'on se retransforme en humain, on a les mêmes habits que quand on s'est transformé en premier lieu. Ils peuvent pas s'autodétruire avec le sortilège. S'autodétruire. Les vêtements. Non, je pense que non, ils ont toujours leurs vêtements sur eux. Ouais, non, c'est un peu curieux parce que les vêtements, finalement, ils disparaissent. Mais... Ouais, bon, c'est un peu la magie. Mais je suis d'accord, en fait. C'est-à-dire que souvent, les enfants ou les adolescents, ils ont des remarques comme ça, mais c'est vrai qu'ils devraient être tout nus. La logique voudrait que. Surtout que dans le film, là, j'ai plus de souvenirs de ce détail dans le livre, mais dans le film, quand Pettigrew, il se transforme en rat à nouveau, il y a ses vêtements qui tombent au sol. Donc effectivement, ce qui reste de Peter, c'est Peter tout nu. Bah oui.
Donc on pourra pas trop vous aider sur ce point, si ce n'est de dire que je pense que c'est pour tout simplement une question de pudeur et de facilité de narration, parce que si les personnages sont tout nus à chaque fois, ça serait compliqué. Elle nous met un PS Gaël, j'adore vos émissions, elles m'accompagnent dans mes tâches ménagères, repassage, cuisine, etc. et les rendent plus agréables. Et bah bon courage Gaël. On pense à toi et je sais pas ce que t'es en train de faire, mais en tout cas, coucou Gaël, merci de nous écouter. Et un nouveau message de Laura. J'ai une question qui me tracasse et pour lequel j'aimerais votre avis. Dans le livre 3, quand Harry s'entraîne avec Lupin à produire un Patronus, il le fait contre un épouvantard qui a pris l'apparence d'un détraqueur. Or, Harry s'évanouit presque à chacun de ses essais et il entend sa mère crier. Est-ce que l'épouvantard est si puissant qu'il acquiert les pouvoirs de ce dont il prend l'apparence ? Est-ce qu'il serait capable d'aspirer une âme ? Est-ce que l'épouvantard de Ron, l'acromantule, a également du venin qui permettrait de tuer un sorcier ? Ou l'épouvantard de Neville pourrait-il jeter des sorts ? Si c'est le cas, je pense que les épouvantards sont bien plus badass de ce qu'on laisse entendre dans le livre. Sinon, serait-ce une autre petite incohérence ? J'ai hâte d'entendre, de lire votre avis. Alors, on trouve la réponse dans Pottermore, enfin anciennement Pottermore, dans un article du 20 septembre 2018, où on nous indique que non seulement les épouvantards prennent la forme de ce qui effraie la personne qui croise son chemin, mais aussi ses capacités. Donc en fait, ils peuvent en effet, je pense, aller jusqu'à aspirer une âme, ou encore posséder du venin si on applique le fait qu'ils peuvent assimiler les capacités de la chose. Ce sont des créatures extrêmement dangereuses, les épouvantards. Et c'est des non-êtres, comme les détraqueurs. Même si on s'en débarrasse avec le rire, ce sont des créatures qui ne sont absolument pas drôles. Drôles et très dangereuses. Ouais. Et enfin, un dernier message de Maude, qui nous dit « Salut Marina et Jérémy, je m'appelle Maude, super émission, je l'ai découverte hier, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Merci Maude, que tu nous écoutes, c'est exactement ce qu'il nous fallait aussi, ça tombe bien. Je suis en train de réécouter Le Prince de Sang-Mêlé et je me pose la question suivante. Je suis désolé si elle ne vous paraît pas très claire, mais la voici. Une fois que Slughorn donne son souvenir à Harry dans le chapitre Felix Felicis par exemple, est-ce qu'il se souvient quand même d'avoir fait ce souvenir dans sa tête ou non ? Pour être plus clair, est-ce qu'il donne une copie de son souvenir à Harry tout en gardant l'original dans sa tête ? Ou bien l'oublie-t-il complètement ? Ou encore, est-ce que le souvenir dans sa tête devient alors un souvenir brumeux, comme celui qu'il a falsifié pour ensuite le donner à Dumbledore ? C'est une interrogation très pertinente, Maud, qui nous a fait beaucoup discuter en off. C'est vrai que moi aussi, désolé, on va pas forcément répondre à ta question parce que je me pose un peu les mêmes, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé du réel intérêt concret de la pancine, puisque moi, la pancine, de comment je le vois, ça permet en fait de se débarrasser de souvenirs, de pensées, de façon générale, qui sont assez nuisibles, auxquels on ne veut pas précisément penser sur le moment. Après, pour moi, ça ne veut pas dire que ça s'efface de notre mémoire, parce que sinon, ça serait un artefact très dangereux, parce que on est le tissu de nos souvenirs, en fait. C'est-à-dire que ça serait comme une partie de notre âme qu'on mettrait, en fait. Ce serait une espèce de mini Horcrux dans le procédé. Je pense pas, je pense que la pancine est un objet un peu plus bénin que ça, dans le monde de la magie. Je pense que c'est pour se soulager en fait l'esprit, un peu comme dans la relaxation. Donc non, je pense pas que Slughorn l'oublie, ce souvenir. C'est juste qu'il le donne. Et encore une fois, je pense que quand il fait ce geste-là, c'est différent que faire le geste de le mettre dans la pancine. Je pense que là, il ne fait que transmettre, il ne fait que envoyer un message. Donc le souvenir, il est toujours dans sa tête et c'est juste qu'il en fait une copie, en fait. Parce que Dumbledore, il se souvient d'avoir ses souvenirs dans la pancine. Bah oui. Mais comment se matérialise ce souvenir de ce souvenir ? Tu vois ce que je veux dire ? Il faut se souvenir qu'on a eu un souvenir. En fait, je pense que tu t'en souviens toujours, mais c'est juste que tu n'y penses plus. Quand tu mets ton souvenir dans la pancine, ça te travaille plus l'esprit. Par contre, il est toujours enfoui quelque part dans ta mémoire. C'est juste que sur le moment, par exemple, si le souvenir il te déprime ou s'il te tracasse, en fait, il va plus te tracasser. C'est comme de la relaxation, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un souvenir que j'aimerais bien effacer. Donc là, en rentrant du travail, tu vois, j'enlèverais ce souvenir et ça arrêterait de m'énerver ce que j'ai vécu aujourd'hui.
Je pense, ouais. Ouais, mais du coup, je me souviendrai quand même de ce souvenir, tu vois. Elle me dit, putain, il s'est passé ça. Faut le voir un peu comme un verrou, je pense. Par exemple, Severus Rogue, il le fait avant les cours d'occlumencie avec Harry. Il cache les souvenirs qu'il ne veut absolument pas montrer à Harry si jamais ce dernier se protège, ce qui va arriver en plus. Et donc, quand Rogue il met les souvenirs de son adolescence à Poudlard dans la pancine, il n'oublie pas son adolescence à Poudlard. C'est juste qu'il verrouille le souvenir. Il peut pas... du coup, comme il est plus dans sa mémoire, on va dire, directe, il n'est pas accessible à quelqu'un qui voudrait, par exemple, lire dans son esprit. Et je pense qu'il n'est pas non plus accessible à Rogue directement. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en fait, à nos interrogations sur la pancine. Oh non. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas réponse à tout, de toute façon. Et c'est encore une fois, c'est de la magie. Donc, quelque part, il y a une part d'irrationalité tout le temps dans la magie. Ouais. Forcément, scientifiquement, ça marche pas. Mais, enfin voilà. Je pense que donner un souvenir, comme Slogan le fait à Harry, quand il lui fait découvrir la vérité sur les Horcruxes, je pense que c'est une copie. Voilà, tout simplement. C'est une copie. La pancine, ça permet d'évacuer un souvenir de sa pensée immédiate. Par contre, c'est toujours là quelque part, sinon on devient une autre personne, tu vois ce que je veux dire ? C'est mon avis. Merci à tous pour tous vos messages et désolé si on ne vous a pas encore cité, on le fera sûrement au prochain hibou. Si vous souhaitez être cité dans la volière, n'oubliez pas de privilégier les questions ou les rebondissements plutôt courts et aussi n'hésitez pas à faire vos petits hiboux sonores. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on espère que cette émission vous a plu et on attend vos réactions. Et au passage, merci aussi à tous ceux qui nous laissent des notes sur les applis audio et notamment à John Jackson pour son commentaire sur iTunes. Ça nous aide beaucoup pour être référencés. Donc si le podcast vous plaît, ça nous ferait énormément plaisir que vous laissiez une note sur votre appli préférée, un petit 5 étoiles de préférence, voire un commentaire sympa, c'est toujours un petit cadeau pour nous. Et on en profite aussi pour vous informer que malheureusement il n'y aura pas d'épisode le week-end prochain car on prend des petites vacances dans nos vies moldues dans une contrée assez lointaine. Oui, on prend déjà des vacances, on abuse. Mais rassurez-vous, on se retrouve donc exceptionnellement dans 2 semaines pour un nouveau chapitre et en attendant, on reste connecté sur les réseaux moldus. Salut à tous! À bientôt!